Alors bonsoir, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec. On va aujourd'hui parler de la fin possible du confinement un peu partout dans le monde puisque les mesures d'exception ne sont plus justifiées. On a vu depuis le début, depuis quelques semaines, que toutes les prévisions des experts étaient erronées. Par un facteur de 10, de 20 et même de 50 pour certaines d'entre elles. On nous a collectivement, en tant que civilisation, assigné à résidence en nous disant, c'était pour 2 semaines au départ, n'est-ce pas? On nous a dit que c'était pour aplanir la courbe. La courbe, on avait des prévisions, un modèle de courbe qui annonçait que les urgences allaient être surchargées. On nous citait le cas italien pour démontrer tout ça. Et ça ne s'est jamais produit. N'est-ce pas? Les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, on les invite à regarder les web journaux précédents sur le coronavirus. Alors, on nous annonçait un pic dans les urgences. Tout ça était basé sur les chiffres frauduleux de l'OMS. Vous comprenez? Avec ce mercenaire de la santé, Tedros Adhanom, qui nous a annoncé un taux qui a eu tort sur toute la ligne. En fait, si on regarde les prédictions de l'OMS, les politiques que l'OMS a mises de l'avant, ils ont tout eu tort. En fait, il aurait fallu faire exactement le contraire que ce que l'OMS nous a proposé. Alors, l'OMS et Trump, donc, qui vient de couper les fonds finalement à l'OMS, comme je l'avais dit il y a 3-4 web journaux que c'était le début de la fin, c'était l'implosion du complexe médiatico-médical. Ils se sont fourvoyés, ils ont menti, ils ont perdu la crédibilité. On s'est rendu compte que les médecins étaient militarisés, c'était pas seulement les journalistes et les politiciens. Le public s'en est rendu compte. Alors, l'OMS qui a eu tort sur la chloroquine, on les a vus monter au micro pour attaquer la chloroquine, demander aux gens de ne pas utiliser la chloroquine. L'OMS condamne l'usage de médicaments sans preuve de leur efficacité. C'était au sujet de la chloroquine. L'OMS nous disait que les masques de protection ne pouvaient pas arrêter, faire en sorte que les gens en santé ne contractent pas le virus. Vous comprenez? Ils ont eu tort là-dessus aussi. Toutes les mesures qui ont été mises de l'avant par l'OMS favorisaient la progression de la pandémie. OK? Et l'incapacité d'empêcher enlever les moyens aux États de combattre la maladie. Et ils ont même été jusqu'à intervenir auprès des spécialistes de la santé de plusieurs pays au mois de janvier, au mois de février et je pense jusqu'au début du mois de mars pour leur demander de ne pas fermer les frontières. Ils ont activement milité pour la propagation du virus contre la chloroquine et contre les masques. Vous voyez donc Trump maintenant qui a mis un terme à cette mascarade, qui a coupé les fonds à l'OMS. Voilà. Alors, la pandémie est essentiellement terminée. Je vais juste le dire comme ça. Il y a plusieurs personnes qui le disent, dont le docteur Didier Raoult, dont le docteur Farid Zakaria de CNN. Et là, je remercie la personne qui m'a envoyé le lien. Il se reconnaîtra. Je vais vous faire jouer un long extrait vidéo de Farid Zakaria de CNN. C'est rare qu'on entend des choses comme ça sur CNN, mais qui dit essentiellement nous sommes, nous les experts, là, il s'est passé quelque chose de particulier lors de cette pandémie. On a eu tort sur toute la ligne, y compris sur les chiffres, le nombre de décès, les hospitalisations, tout sur la propagation. On a eu tort sur tout. Voilà. Et il dit la pandémie est essentielle. La pandémie tire à sa fin. Okay? C'est un échec, c'est un coup d'épée dans l'eau de ceux qui... Il y a les mondialistes qui s'accrochent, on les voit avec toutes sortes de mesures. Ça, je vais en parler demain. Je vais essayer de faire un autre web journal demain où est-ce qu'on va parler spécifiquement des mesures qui sont mises de l'avant par les mondialistes qui s'accrochent à leur plan de précipiter les choses vers un nouvel ordre mondial, un contrôle digital des personnes, vaccins obligatoires, etc. Alors, on va y aller immédiatement avec le clip de Farid Zakaria qui nous explique qu'est-ce qui s'est passé dans cette pandémie. Okay, avec cette pandémie, qui nous explique pourquoi ou comment les experts se sont trompés de façon monumentale. Something important has happened over the course of this crisis. Estimates of expected deaths have gone down by a lot. On March 31st, the White House estimated that even with social distancing policies in place, between 100,000 and 240,000 Americans would die of COVID-19. Alors, les prévisions qui étaient complètement erronées
c'est les prévisions, c'est pas seulement les prévisions sans confinement. Sans confinement, on prévoyait 2,2 millions de morts. C'est les prévisions avec le confinement qui étaient erronées. Avec le confinement, on prévoyait 100 à 240 000 morts aux États-Unis avec le confinement. Et là, maintenant, c'est pas plus que 50 000, c'est-à-dire comme une grippe. Dr. Deborah Birx, the White House's coronavirus response coordinator, said that was, quote, our real number. Dr. Anthony Fauci, the nation's top infectious disease expert, recently indicated he now believes it will be more like 60,000. Alors, ils ont dit au début, le vrai chiffre, c'était entre 100 et 240 000. Ça, c'était il y a 2 semaines à peu près. Et là, finalement, la semaine dernière, c'est plus autour de 60. Ça n'arrête pas de diminuer. The University of Washington model, which has been cited by the White House, predicted on March 26th that assuming social distancing policies that stay in place till June the 1st, U.S. deaths by August would most likely be around 81,000. By April 10th, they had made many revisions to get to their current number, 61,500. Alors, une université estimait à 81 000, en gardant le confinement jusqu'au mois de juin, à 81 000 le nombre de décès. Finalement, ça a été révisé à 61 000. Tout le monde révise ces chiffres à la baisse. Predictions for hospitalization rates have also proven to be way too high. On March 30th, the University of Washington projected that California would need 4,800 beds on April 3rd. In fact, the state needed 2,200. The same model predicted that même pour les besoins en lit d'hôpital et en ventilateur respirateur, là, tout ça est revu à la baisse. New York would need 58,000 beds on April 3rd. It used only 15,000. A group of Stanford scholars believe that the basic reason estimates of deaths have had to be revised downwards is because without an understanding of how the virus spreads and without widespread testing from the start, we didn't realize how many mild or asymptomatic cases that there would be. Voilà. Alors, ça, c'est le professeur Ioannis de Stanford que je vous ai montré il y a 2 webjournaux qui explique que tous les modèles jusqu'à maintenant n'ont pas pris en compte les cas asymptomatiques. C'est scandaleux comme méthode statistique. The denominator, those who have been infected, could be much larger than initial estimates, and therefore the fatality rate for COVID-19 is much lower. In March, the WHO announced that 3.4% of people with the virus had died from it. L'OMS a annoncé 3,4 %, un taux de mortalité de 3,4 %. Ça, c'est épeurant à 3,4 %. Mais c'est pas ça, c'est plus comme 0,1, 0,2 si on prend le nombre de cas total incluant les cas asymptomatiques, comme je l'ai dit, comme le Dr Fauci, comme tout le monde le répète. That would be an astonishingly high fatality rate. Fauci suggested a week later that the actual rate was probably 1%, which would still be 10 times as high as the flu. Since then, we have learned that many people, in some studies 50%, in some studies as much as 75 to 80%, don't have any symptoms. Alors, des études montrent que jusqu'à 50, 60, 70 et 80 % des gens n'ont aucun symptôme ou juste comme le nez qui coule. Et donc, le virus devient, le COVID-19 devient comme une grippe, c'est-à-dire qu'il ne tue pas, la plupart des gens ne vont même pas à l'hôpital, ne savent même pas qu'ils sont malades, sont un peu fatigués, etc. Et donc, je vous l'ai expliqué à peu près 20 fois, donc le taux de mortalité diminue. C'est pas un virus très dangereux. Je veux dire, peut-être plus que la grippe, là, c'est une bonne pneumonie, mais pas plus. That means it's possible most people infected with the virus are not getting counted. Stanford's John Ioannidis believes that we have massively overestimated the fatality of COVID-19. He told me, when you have a model involving exponential growth, c'est la vidéo que je vous ai montrée il y a 2 ou 3 webjournaux là, avec le même professeur. Make a small mistake in the base numbers, you end up with a final number that could be off 10-fold, 30-fold, even 50-fold. Hein? Alors, les estimés peuvent être dans le champ, comme on dit, par un facteur de 10, de 30 ou de 50. He points out that in some of the places with the best testing, the Diamond Princess cruise ship, the Italian town of Vo Eugenio, Iceland, Denmark, the numbers who are actually infected when adjusted for the US population as a whole suggest a fatality rate that is actually similar to the seasonal flu.
suggest a fatality rate similar to the seasonal flu. Comme l'avait dit le docteur Fauci, hein, dans le New England Journal of Medicine. Je répète, on le réécoute, là. On le réécoute, n'est-ce pas? Points out that in some of the places with the best testing, the Diamond Princess cruise ship, the Italian town of Vo Eugenio, Iceland, Denmark, the numbers who are actually infected when adjusted. Écoutez bien, là. Quand on calcule les cas asymptomatiques, quand on inclut les cas qui n'ont pas beaucoup de symptômes, comme on le fait avec la grippe, là-dedans, dans le calcul, for the US population as a whole, suggest a fatality rate that is actually similar to the seasonal flu. That is actually similar to the seasonal flu. Un taux de mortalité similaire à l'influenza saisonnière. N'est-ce pas? Based on limited testing data, he estimates that fewer than 40,000 US deaths will occur from COVID-19 this season. OK. Alors, ça, c'est selon le professeur Ioannis. Le professeur Didier Raoult dit essentiellement la même chose aussi. Je vous fais écouter un clip. Il dit que la pandémie est essentiellement terminée. Pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement. Si on essaie de voir si actuellement la crise sanitaire a une incidence sur la mortalité en France, la réponse est non. Les crises sanitaires qui ont, pendant l'hiver, joué une différence significative sont en 97, 2000, 2009 et 2017. Mais on est très loin actuellement, si on cumule, vous voyez, les mois de décembre à mars, de la crise sanitaire de 2017 où il y avait eu énormément. On est très loin de la crise sanitaire de 2017. Quand on inclut toutes les données, vous savez pourquoi ça fait peur? Parce qu'il y a beaucoup de cas d'influenza qui sont rentrés dans COVID. C'est de la grippe, ça a l'air, les deux ont des symptômes similaires. Et là, c'est comme les coronavirus. Hein, la plupart des coronavirus ressemblent à des cas de grippe. Et donc là, maintenant, on ne prend pas de chance. C'est presque tous les cas de grippe, ce qui ressemble à, on rentre ça dans la mortalité coronavirus. Et c'est comme ça. Mais quand on additionne les deux, quand on fait le calcul, c'est ça que le professeur Raoult fait, quand on additionne coronavirus plus grippe, on se rend compte qu'il y a juste des transferts de l'un à l'autre, il n'y a pas de surmortalité. Rien. Énormément de grippe H3N2. Il se trouve que cette année, il y a eu beaucoup moins de grippe et beaucoup moins de VRS, ce qui fait que l'augmentation de la mortalité liée à ce nouveau virus n'est pas visible significativement dans l'ensemble de la population. Voilà, OK. Alors, de plus en plus de personnes le disent, ça va ressembler à une grippe saisonnière. Et là, les mesures d'urgence ne sont pas justifiées. OK? On nous fait passer ça comme comme de l'Ebola, comme la peste noire, etc. On prend des mesures d'exception qui ne sont désormais plus justifiées. OK? Et là, je veux dire, je vous l'avais dit depuis le début, n'est-ce pas? Je me rappelle d'un tweet que j'avais écrit il y a un mois et demi. Radio-Québec, ce commentaire va tellement... Et le monsieur ici avait dit « Coronavirus, une maladie terrifiante. On ne s'y trompe pas. Du jamais vu depuis la grippe espagnole, depuis 100 ans, etc. » Et là, je lui avais répondu « Ce commentaire va tellement mal vieillir. C'est très similaire à une grippe ordinaire. Nos propos ont toujours l'air déplacés a posteriori quand on les fonde sur les fake news des médias. » Et là, tout le monde... moi, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se sont moquées de ce tweet. Qui ont fait des captures d'écran, qui l'ont conservé, qui me l'ont recraché il y a à peu près une semaine ou deux. Là, alors que là, ce qu'on voit, c'est que tous les chiffres sont les modèles, les chiffres ont été trafiqués, les modèles étaient erronés par un facteur jusque par un facteur de 50 dans certains cas, et que finalement, il y a pour justifier les mesures, là, on fait rentrer des cas de cancer dans... les gens meurent, quand on meurt avec le COVID-19, on est considéré décédé du COVID-19, on traficote les chiffres. Voilà. Alors, donc c'est ça. Regardez juste ici les cas. C'est parce que les gens n'ont pas, à la télévision, ils ne montrent pas les décès de la grippe. Les gens ne savent pas qu'il y a au Québec 2000 personnes qui meurent par année de grippe pneumonie.
Les gens ne savent pas ça. Ils savent par exemple que le coronavirus, qu'il y a 360 personnes qui sont mortes du coronavirus, mais ils ne savent pas qu'il y a 2000 personnes, 1500, 2000 personnes par année qui meurent de grippe. Les médias nous empêchent de faire la comparaison avec la grippe pour relativiser. Oui, on devrait, dans un contexte de crise comme celui-là, permettre à la population de relativiser. Or, de faire des comparaisons, on devrait éviter l'effet boule de neige, la peur, l'effondrement des systèmes humains. Vous comprenez? Comme en Italie. Hein? En Italie, beaucoup des problèmes que l'Italie a vécu dans les hôpitaux ont été créés par des erreurs humaines, c'est-à-dire la panique. C'est le professeur Ioannis qui expliquait ça. La panique a fait en sorte, avec 3,4 % le chiffre frauduleux de l'OMS, de taux de mortalité, on a mis tout le monde sur des respirateurs, on a engorgé. Dès que quelqu'un testait positif, on l'envoyait aux soins intensifs, ce qui a fait en sorte que les soins intensifs ont été surchargés. C'est probablement la même chose qui s'est passée en France et dans plusieurs pays, où on concentrait aussi les patients dans certains hôpitaux avec des moyens spécialisés, de sorte que ces hôpitaux-là étaient surchargés. Et ça créait un effondrement des protocoles et des possibilités de soins en cascade. Okay? Alors, c'est ça. La panique, ce qui a été le plus dangereux dans toute cette histoire de coronavirus, c'est la panique qui a été générée par l'OMS et par les médias. Et l'OMS et les médias ont du sang sur les mains. Okay? C'est pas le virus tant que tel qui a tué, c'est vraiment la panique qui a été générée par l'OMS et par les médias. OK? Vous comprenez? Quand les gens meurent du cancer, mais ils avaient le coronavirus, on les met dans la catégorie coronavirus. Alors, c'est un chiffre déjà qui est gonflé, ça. 360 au Québec, 400, on est rendu à 400, presque 5. C'est un chiffre qui est déjà gonflé et qui est comme à des années-lumière de la grippe et de la pneumonie. Et pour ça, on justifie l'assignation à résidence de toute une population, permis de circuler. L'ancien ministre Bachand parle d'un permis de circuler, comme en temps de guerre, hein, comme sous l'occupation allemande. On est présentement sous occupation de l'OMS. C'est ça, là. Il faut réaliser ça, là. C'est les experts de l'OMS qui ont pris le contrôle de nos États. C'est comme, on dirait que c'est plus nécessairement Legault qui dirige, là, c'est Arruda. Aux États-Unis, c'était comme Fauci. Vous savez, dans les situations d'urgence, souvent, il y a comme, dans les situations de crise, il y a deux types de personnes qui peuvent prendre le contrôle. Il y a le militaire ou il y a le médecin. Par exemple, si ça va mal, éventuellement, les militaires peuvent déclarer l'état d'urgence et comme prendre le contrôle d'un gouvernement ou, je veux dire, comme prendre le contrôle des opérations, de la gestion, etc. Les médecins peuvent faire ça aussi. Sur un navire, le médecin, je pense, peut relever de ses fonctions le capitaine s'il n'est pas bien. Et là, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'étant donné que Trump contrôle l'armée, Trump contrôle le complexe militaro-industriel, les Marines, les Patriotes, etc. Ils ont pris le contrôle du Pentagone et tout. Et il n'a pas cédé, le pouvoir à FEMA, là, comme j'ai lu à plusieurs reprises. Étant donné que Trump contrôle le militaire, l'autre façon de contrôler puis d'imposer les choses puis d'imposer une dictature médicale, c'était à travers l'OMS, à travers les médecins. Donc, suspendre les libertés, non pas par le militaire, mais par le médical. Vous comprenez? C'est ce qu'il leur restait. C'était comme leur dernière carte, c'est ce qui restait dans la manche des mondialistes, c'est-à-dire le contrôle de l'OMS. Et Trump le savait. Alors, il les a laissés frapper, sachant qu'il avait déjà son bouclier, sa parade avec la chloroquine, qu'il a immédiatement rendu public, il l'a généralisé, il a fait en sorte que les tests soient accélérés, qu'on la diffuse le plus possible et que les gens le sachent. Hein? Et là, ça fait boule de neige. Encore une fois, la chloroquine, qui est un médicament, juste pour ceux qui ne comprennent pas encore, que la chloroquine était utilisée avant la Deuxième Guerre mondiale, il me semble. OK? Alors ici, vous voyez, chloroquine, ça, c'est des vieilles images, le médicament d'avant-guerre de mon arrière. C'est utilisé contre la malaria. Les gens qui vont en Afrique en prennent comme... ou je veux dire, et c'est pour ça aussi, hein, je pense que Didier Raoult dit ça. Il disait dans son entrevue, une autre partie de son entrevue récemment, il disait, c'est bizarre que dans les pays du tiers-monde, les gens ne souffrent pas vraiment du coronavirus, ils ne se répandent pas parce que les gens prennent massivement de la chloroquine là-bas.
Et que c'est dans les économies avancées qu'il y a de la résistance à la chloroquine et que le virus se répand. Comme au Québec, il y a de la résistance à la chloroquine, le virus se répand, alors que la province du Nouveau-Brunswick va de l'avant avec l'hydroxychloroquine. Et là, si vous regardez le nombre de décès, regardez le nombre de décès. Le nombre de décès partout, 58 décès en Colombie-Britannique, en Ontario, 274, etc., etc. Nouveau-Brunswick, combien de décès? 0. 0 décès. Il y a 0 décès parce que le Nouveau-Brunswick utilise la chloroquine et que tous les autres pays, toutes les autres provinces n'utilisent pas la chloroquine. OK? Même chose, ici encore d'autres statistiques qui appuient les dires du docteur Raoult. Vous avez la mortalité ici en France 2018, 2019, 2020. Et si vous comparez les chiffres, là, c'est sur INSEE, France Information, etc. Vous remarquez qu'en 2020, il y a moins de mortalité que dans les années précédentes. Alors, quand on calcule tous les facteurs, c'est-à-dire que quand on calcule tous les facteurs, il n'y a pas de crise sanitaire, il n'y a pas de hausse de mortalité. Il l'a dit depuis le début, le docteur Didier Raoult. Il le disait il y a un mois. Il disait que à la fin de toute cette histoire de COVID-19, là, quand on va calculer les chiffres, ça ne fera pas bouger les statistiques de la mortalité, là, des infections respiratoires. Il l'avait dit, je vous avais fait jouer le clip. Et c'est ça qu'on voit. Il avait raison, d'accord? Ce n'est pas une crise médicale, c'est une crise politique. Exactement. Il utilise exactement les mots que j'ai utilisés il y a 3 semaines. Ça n'a rien à voir, comme je disais avec Soleimani, ça n'a rien à voir avec, c'est une opération diplomatique, pas militaire. Ça ici, ça n'a rien à voir avec le médical, c'est politique. Et là, si c'est politique, c'est à quel dessein? Pourquoi? Dès que c'est politique, c'est planifié, vous comprenez? Dès que c'est politique, il y a comme une intention. C'est pas le hasard médical, c'est pas quelque chose qui est apparu, je veux dire, dans la nature. Ça a été, dès que c'est politique, c'est planifié. Hein? Et comme le disait le docteur, pas le docteur, mais le brigadier Droz, c'est ça que je l'ai ici. Hein? Si quelqu'un avait voulu fomenter un acte radical, réfléchi et très efficace, il ne s'y serait pas pris autrement. Hein? Et là, les docteurs disent aussi que ça n'a rien de médical, c'est politique. Je vous fais écouter le clip. S'adresser à moi. La presse et Internet créent des scénarios horribles qui ont provoqué le chaos dans les hôpitaux, en Italie et en Chine. Et non le virus. Je me joins à mes confrères Vodarg, Kuhnlein, Bagdi et je dis « Arrêtez de tester à tout va. Vous créez une épidémie de laboratoire. Ce n'est pas une épidémie réelle. » Le professeur Dr Stefan Okertz, immunologue et toxicologue. Le virus, à mon avis, a à peu près la même dangerosité que la grippe. La même dangerosité que la grippe. Je suis d'accord là-dessus avec de nombreux médecins. On essaye de nous suggérer qu'il s'agirait d'Ebola, de la variole ou de la peste. Ce n'est pas le cas. C'est une infection qui évolue chez 90% de tous les contaminés avec de légers symptômes. Le professeur Okertz explique qu'en Italie, chaque année, 4500 à 7000 personnes meurent d'infections nosocomiales. Ce sont des infections que les patients contractent à l'hôpital. Ces chiffres montrent clairement que l'Italie a une hygiène hospitalière très mauvaise. Les personnes sont hospitalisées avec une pneumonie, ne meurent pas de la pneumonie, mais des germes hospitaliers. D'où le taux élevé de mortalité que l'on remarque en Italie. Encore une fois, ces personnes ne meurent pas du coronavirus, elles meurent avec le coronavirus. Exactement ce que j'ai montré dans les clips de cette semaine, c'est-à-dire que ça rentre des gens qui n'ont rien à voir avec le coronavirus, c'est-à-dire qui ont un lien très faible, sont rentrés dans les statistiques du coronavirus. Ils ne meurent pas du coronavirus, mais sont rentrés dans les statistiques de décès pour faire peur. Il n'y a aucune raison de ratisser aussi large que ça, puis de prendre tous les cas, puis faire peur à la population, si ce n'est pas pour créer un effet politique. Je considère en tant que toxicologue ou comme quelqu'un qui est chargé d'évaluer les risques que ces mesures sont complètement disproportionnées. Ici, on détruit des existences. Angelo Borelli, directeur de la protection civile italienne. La plupart des médias rapportent que l'Italie a jusqu'à 800 décès par jour dus au coronavirus. Angelo Borelli a contesté cela au cours d'une conférence de presse.
Il a insisté sur le fait qu'il s'agissait en réalité de décès avec présence de coronavirus et non par le coronavirus. Comment ça se fait que les médias nous ont pas rapporté ça? Comment ça se fait que les médias nous rapportent juste une partie de l'histoire? En d'autres termes, ces personnes sont mortes et ont été testées en plus positives sans tenir compte des affections préexistantes, comorbidités, telles que le cancer ou le grand âge. Dr Jörg Brockmann, directeur du service d'urgence de la clinique universitaire d'Aachen. Il s'est exprimé en sa qualité de président d'un congrès pour médecins urgentistes et personnel sauveteurs. Nous n'avons pas de situation médicale, nous avons une situation politique. Nous ne pouvons... Voilà, nous n'avons pas de situation médicale, ce n'est pas une cause, c'est pas un problème médical, c'est une situation politique. Même pas nous occuper exclusivement de patients du Covid-19 qui, pour la plupart, présentent une évolution légère de la maladie. Voilà. Alors, c'est ça. De plus en plus d'experts maintenant l'admettent. CNN l'admet, le docteur Didier Raoult en parle, les professeurs en Allemagne en parlent, les chiffres, la vérité commence à sortir. Et là, ça va devenir de plus en plus difficile de justifier le confinement. Même chose avec la France. On essaie de bloquer les travaux du docteur Didier Raoult. Tous les travaux aussi qui essayent il y a plusieurs travaux qui essaient de trouver des solutions, comme celui-ci. Ici, notre molécule ne fait pas courir le moindre risque dans le point. Le biologiste Frank Zal défend les résultats de la molécule oxygénatrice du sang M101 présente chez les vers marins. L'essai clinique a pourtant été suspendu. L'État qui suspend certains essais cliniques qui pourraient être intéressants. L'État qui cache la chloroquine. L'État qui passe des lois qui permettent, au mois de décembre, qui permettrait aux autorités de rentrer dans les foyers, enlever les personnes, je veux dire la dictature sanitaire totale, et l'État qui empêche aux pharmaciens de vendre des masques. Expliquez-moi ça, j'ai une vidéo, un pharmacien en France qui dit moi, je n'ai pas besoin de l'aide de l'État, je suis capable de m'approvisionner en masques, on a des ressources pour en acheter à gauche et à droite sur le marché privé, je n'ai pas besoin de l'État pour me dire, l'État ne veut pas que je vende des masques. Je fais écouter ça. Je lui demande, Monsieur Macron, laissez les pharmaciens faire leur travail. Laissez le pharmacien participer à cette crise. Mais c'est pas le cas aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, on nous a mis de côté. Le pharmacien, il est capable d'équiper la population. Il y a 22 000 pharmacies en France. On n'a pas le droit de vendre de masques. Je peux m'approvisionner en masques sans l'aide de l'État. La majorité des pharmaciens peuvent le faire. Il y a des réseaux. On a nos filières. Aujourd'hui, le pharmacien n'a pas le droit de vendre de masques. On n'a même pas le droit d'en acheter. On a juste la dotation classique que l'État nous envoie, 3-4 boîtes tous les 10 jours. Et vous ne pouvez pas vous en fournir par vous-même, c'est ça ? Je n'ai pas le droit de m'en fournir par moi-même. C'est ça la catastrophe. Nous, aujourd'hui, on vit avec la population. On est en ligne de front. On est face à une population qui nous demande des masques toute la journée. La question majeure en pharmacie, c'est est-ce que vous avez des masques ? Je ne peux pas leur en donner. Qu'est-ce qu'on fait ? L'État nous a mis un décret comme quoi on n'avait plus le droit de vendre de masques. Mais je ne demande pas de l'aide. Expliquez-moi pourquoi l'État ferait une telle chose. Pourquoi on cacherait la chloroquine? Pourquoi on empêcherait les pharmaciens de vendre des masques s'il est capable de s'approvisionner dans le privé, n'est-ce pas, sur des marchés, des réseaux, etc., à l'international, des compagnies médicales partout dans le monde qui vendraient des... Pourquoi on empêche ça? Pourquoi on garde les frontières ouvertes? Expliquez-moi tout ça. C'est incompréhensible. Cette crise-là est, c'est une volonté politique de maintenir le confinement afin de déployer les mesures là, dont on va parler demain, c'est-à-dire toutes ces mesures de vaccination, de contrôle social, etc. Voilà. Et les médias anti-Trump essayent de torpiller la chloroquine en disant que ça ne fonctionne pas, c'est pas prouvé au Canada. J'avais des unes au Canada, même si le Collège des médecins dit il ne faut pas prescrire la chloroquine, ce n'est pas encore prouvé. J'ai les unes, National Post, etc. Les médecins se prescrivent à eux-mêmes des quantités industrielles de chloroquine, qui le savent que ça fonctionne. L'Inde qui utilise maintenant la chloroquine à titre préventif. C'est un médicament qui a été utilisé depuis, comme disait le docteur Didier Raoult, depuis des décennies, des milliards de doses. C'est utilisé, on en prend avant, pendant et après les voyages. Ça n'a jamais causé de problème. C'est comme n'importe quoi. Hein. Si on en prend trop, évidemment... si on en prend trop,
on fait une réaction. C'est normal, ça. Comme la caféine. Qu'est-ce qui se passe quand on boit trop de café? On a des palpitations, vous comprenez? Il y a des gens, d'ailleurs, il y a toutes les années, il y a comme des dizaines de personnes qui décèdent d'une surdose de caféine. Ça existe, hein? Un des premiers qui aurait contracté le coronavirus. Mais là, il me dit, j'ai essayé la chloroquine et j'ai eu des effets extrêmes. Tu sais, vous comprenez? On essaye d'assassiner médiatiquement la chloroquine parce qu'on sait que c'est tout le plan se déconstruit avec ça. On n'a pas besoin d'attendre un vaccin. On est capable de traiter immédiatement, comme au Nouveau-Brunswick, comme à l'hôpital juif de Montréal, comme plusieurs médecins qui utilisent la chloroquine. Ils le savent, c'est terminé. Ils ne feront pas des milliards avec leur vaccin. On va voir ça demain. Voilà. Vous comprenez? La crise n'a pas eu lieu. Vous comprenez? Oui, il y a des gens qui meurent. Souvent, ça aussi, on va en parler, là, souvent de négligence, c'est-à-dire que les personnes, dans les résidences de personnes âgées, là, notamment celles au Québec là, dont on parle beaucoup, là, je pense que ce sont les soignants qui ont arrêté de se présenter, les préposés aux bénéficiaires qui ont cessé d'y aller, ils ont cessé de travailler. Il y a eu un effondrement des systèmes humains à cause de la peur. Et qu'est-ce qui a causé la peur? Qu'est-ce qui a causé la peur? C'est l'alarmisme des médias, les chiffres trafiqués de Arruda, de Fauci et toute la gang, hein, le nombre de décès quand on rentre tout le monde. Il dit, on fait ça, il a dit ça hier, on a fait ça à titre préventif pour ne pas échapper personne, pour être sûr qu'on a le compte. Ben oui, c'est ça, tu fais paniquer la population, chose. Puis après ça, plus personne se pointe, plus personne veut travailler avec les personnes à risque, etc. Et là, ça cause des morts. Idiots. Voilà. Ce qui est pathétique, c'est que les médias nous appellent fake news, alors que ce que je montre, c'est tout sourcé. Tu prends le clip de l'aveu, tu mets ça avec le clip de plusieurs spécialistes et docteurs qui disent ça fait un mois que je vous explique tout ça, que je vous montre ça. Donc, reculez toutes les vidéos, puis gardez-vous comme un boîtier, le coffret COVID-19 de Radio-Québec, où est-ce qu'on a tout expliqué la patente depuis le début, puis on n'a jamais eu tort. Alors que les médias, eux autres, se sont fourvoyés depuis le début, puis nous ont donné des faux chiffres, les hosties. OK. Là, c'est le temps qu'on sorte. Là. Il n'y a plus rien. On nous a fait rentrer. C'était 2 semaines de confinement. C'était 2 semaines. On nous a fait rentrer pour 2 semaines. Là, ça fait 5 semaines. Puis ils veulent nous demander un permis de circuler, les hosties. C'est fini le confinement, là. C'est fini. La courbe, Arruda l'a dit hier en conférence de presse, la courbe a été aplanie. Il n'y a jamais eu de courbe parce que la courbe était basée sur des faux chiffres. On s'entend? Le pic, là, c'était basé sur les chiffres frauduleux de l'OMS, alarmistes. Il n'y a jamais eu de pic. Il n'y a jamais eu de pic. Il n'y a jamais eu de besoin d'aplanir la courbe parce qu'il n'y a jamais eu de pic, parce que le pic était frauduleux, c'était basé sur des modèles mathématiques erronés qui ont tous été démontés. On peut-tu s'entendre? Les urgences ne sont pas submergées. On peut sortir. C'est fini, là. Ruinez pas vos commerces, ruinez pas vos vies, ruinez pas vos familles. Perdez pas vos hypothèques, vos maisons. Il faut commencer à penser à sortir du confinement. Stop confinement.